coupé continu de l'électricité pour les Maliens. Le ministre Fankali Keïta prend les devants en allant suivre les travaux de révision de groupes sur certains sites de production. L'or, les sociétés minières évoluent dans la région de Caille, contribuent au développement de plusieurs communes, des écoles, des centres de santé sont construits. Mais pour ces populations, ces réalisations ne sont qu'une goutte d'eau dans le fleuve, pour ne pas dire dans la mer. Notre équipe de reportage est allée voir. Nous sommes samedi 19 octobre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'hôpital de campagne médico-chirurgical du Maroc installé au stade Modibo Keïta de Bamako est opérationnel, vous le savez, depuis le 17 septembre. Les médecins militaires du centre ont reçu aujourd'hui la visite du ministre en charge de la Santé, du secrétaire général de la présidence de la République et de l'ambassadeur du royaume chérifien dans notre pays. Les trois personnalités sont arrivées à l'hôpital pour constater de visu le déroulement des opérations, en présence évidemment de notre reporter Adama Koudjo. Le service rendu par les médecins militaires de l'hôpital de campagne médico-chirurgical du Maroc, installé au stade Modibo Keïta de Bamako, est jugé satisfaisant. Le constat a été fait par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Ousmane Kone a salué la mission marocaine, les services de sécurité et de santé du Mali pour la bonne organisation en vue de la prise en charge gratuite des patients. La population est correctement traitée, les malades sont satisfaits. Le second objectif, c'est encourager l'équipe marocaine encore une fois, témoigner de notre reconnaissance pour les services qui sont offerts. Après environ un mois de service au Mali, l'affluence ne faiblit pas à l'hôpital de campagne. On dépasse les 20 000 prestations, on a délivré plus de 15 000 ordonnances et on a opéré plus de 80 malades. Et Dieu merci, les suites opératoires sont sans incident. Et on a hospitalisé au voisinage de 200 malades qui présentent des affections médicales à différentes étiologies. Ça continue, il y a des hommes et des femmes, des civils, des militaires qui viennent du nord, du sud du Mali, de toutes les régions. Donc il y a vraiment de quoi être très très fier, il y a de quoi être très très réconforté. Parce que ça traduit tout simplement une partie du travail que nous pouvons accomplir ensemble. Pour rappel, l'hôpital de campagne médico-chirurgicale compte 24 médecins marocains qui opèrent dans divers domaines de la santé. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique était en visite sur certains sites de production d'électricité de l'énergie du Mali. Il s'agit en l'occurrence de la centrale thermique de Balengue, celle de Sirab-Koro Meguetana et du barrage hydroélectrique de Selengue. Sur les sites en question, les travaux de révision des groupes sont en cours en vue de prévenir d'éventuelles coupures d'électricité, nous dit Bourama Traoré. Première étape de la visite ministérielle, la centrale thermique de Balengue. C'est le plus grand site de production d'électricité de Bamako avec une capacité de 45 MW. Ici, on s'active à réviser les différents groupes avant le début de la saison chaude. Une période au cours de laquelle la demande en électricité est forte. À la centrale de Balengue, ce qui retient plus d'attention, c'est le nouveau laboratoire. Unique en Afrique de l'Ouest et doté de matériel de dernière génération, ce laboratoire permet d'analyser la composition et la qualité du combustible. À la date d'aujourd'hui, on a un certain nombre de groupes en pendant la puissance totale avoisine plus de 25% de la puissance totale du parc. C'est des groupes qui sont à l'arrêt pour des révisions générales ou des réhabilitations. Et ce qui fait que cette situation a même obligé l'énergie du Mali à passer par la location de 40 MW qu'ils ont installés à Dakar et qui approvisionnent la ville de Bamako aujourd'hui. C'est suite à cette situation que j'ai instruit à la Direction générale de l'énergie du Mali de faire en sorte que l'ensemble des groupes soient disponibles d'ici fin février. Après le site de Balengue, le ministre Keïta s'est rendu à la centrale thermique de Sirab-Koro Meguetana. Deuxième étape de la visite.
Ici également, les travaux de révision des groupes se poursuivent normalement. Le tour des installations a permis au ministre de l'Énergie de s'en rendre compte et d'insister sur le respect du planning. Une fois les différents moteurs mis au point, la centrale thermique de Sakro-Meguetana aura une capacité de 40 MW. Le constat général est positif, il est satisfaisant parce que j'ai remarqué que l'ensemble des plannings est suivi normalement. Une autre infrastructure à recevoir la visite du ministre Mamadou Frankali Keïta est la centrale hybride de Olesebougou. Un exemple reçu en matière de production d'électricité que le gouvernement entend étendre sur d'autres localités du pays. La partie solaire approvisionne la ville dans la journée jusqu'à 16h, 17h en fonction de l'ensoleillement et le thermique reprend le soir, ce qui nous permet de réduire sensiblement les coûts de production et nous sommes en train d'aller vers cette nouvelle technologie que nous sommes en train de doubler dans des villes comme Banka, Sokoro, Nara, Djema. Dernière étape de la visite ministérielle, le barrage hydroélectrique de Sélingué. Sur ce site, le ministre Keïta a constaté également le démarrage des travaux de révision décennale des 4 groupes qui alimentent le barrage. Cette infrastructure électrique a une capacité de 44 MW. Tous ces travaux de révision visent à répondre à la demande des populations. Une demande qui s'accroît chaque année de 18% selon l'énergie du Mali. Le 16 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale de l'alimentation. Le thème retenu pour la 33e édition est des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Compte tenu de la fête de la Tabaski, la journée a été célébrée aujourd'hui, samedi 19 octobre. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement et partenaires techniques impliqués dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans notre pays. Reportage Agali Aguissa. S'alimenter est un besoin biologique dont la vie dépend. C'est pourquoi chaque année, la date du 16 octobre est célébrée Journée mondiale de l'alimentation. Le thème retenu pour cette 33e édition est des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Le thème choisi cette année s'inscrit parfaitement dans la vision de la FAO d'un monde libéré de la faim et de la malnutrition, dans lequel l'alimentation et l'agriculture contribuent à améliorer le niveau de vie des populations. En même temps que l'insécurité alimentaire, la malnutrition est un souci majeur au Mali. Chaque jour, une centaine d'enfants meurent pour des raisons liées à la malnutrition dans le pays. Les Nations Unies entendent poursuivre leurs actions d'assistance aux populations vulnérables. 41% du coût du financement des programmes alimentaires prioritaires pour le nord du Mali sont déjà acquis selon le coordinateur. Un programme estimé à 106 millions de dollars. Un appui qui mérite d'être renforcé par des actions techniques. Le gouvernement du Mali va renforcer sa collaboration avec la FAO, le FIDA et les PAM qui disposent d'expériences avérées. Faire évoluer les filières et les systèmes alimentaires vers plus de durabilité écologique, sociale et économique, en s'appuyant sur la mise en place de l'approche chaîne de valeur. La cérémonie a été marquée par la visite des stands, des produits agricoles transformés et des résultats de recherche en matière de vulgarisation des techniques agricoles y sont exposés. Le ministre du Développement rural et le ministre délégué en charge de l'élevage, de la pêche et de la sécurité alimentaire étaient pour leur deuxième journée en 4e région en zone officerie Ségou. Dans la zone de Djoro, les ministres ont visité des infrastructures et échangé avec les acteurs. Amagiré Ogobaradolo. Mission de découverte et de partage des potentialités réelles de développement rural dans le delta central nigérien de Ségou. Elle a conduit les 2 ministres concernés dans la zone officerie de Ségou, notamment dans la zone de Djoro. Djoro, où la délégation a visité les outils de travail et échangé avec les acteurs. La visite du réseau d'irrigation a suscité à nous beaucoup d'interrogations. Interrogations par rapport aux vocations d'abord des terres exploitées par l'officerie. Interrogation par rapport au choix quant au type d'irrigation. Submersion contrôlée, submersion naturelle, maîtrise totale d'eau, la possibilité pour nous d'intégrer le système d'irrigation du casier du Djoro, qui puise sa source à partir du pont de Markala, au système d'irrigation de l'Office du Niger. La mission essentielle de l'officerie
consiste à favoriser le développement intégré de sa zone d'intervention. Une vision partagée par le département et qui explique la présence effective des deux ministres en charge de promouvoir le développement rural global et harmonieux. Aujourd'hui, on a pu voir les possibilités réelles qui existent au niveau de la zone en matière piscicole et également, comme on le dit, l'élevage des poissons. Et là où on n'a pas beaucoup poussé les diagnostics, c'est ce qui existe en termes de potentialité d'aménagement pastoraux ou des aires de pâturage. C'est à ce niveau, bien sûr, qu'on a eu quelques débats par rapport aux vaccinations parce que la zone est quand même une zone qui regroupe beaucoup de bétail. Chaque étape est sanctionnée par une séance d'évaluation ouvrant les pistes de réflexion sur les perspectives d'amélioration des différents secteurs du développement rural. Plus de 95% de taux de réalisation pour la campagne 2013. C'est ce que ressort de la 32e session du conseil d'administration de l'Office du Niger tenue dans la capitale des Balanzans. Fousséni Samake. Cette 32e session de l'Office du Niger a examiné les états financiers de l'exercice 2012, le rapport de gestion 2012, l'état d'avancement de la campagne 2013-2014. Il ressort que, malgré les difficultés dues à la situation sécuritaire dans sa zone, l'Office du Niger mettra tout en œuvre pour tenir son engagement pour l'exercice 2013. Pour cette campagne en cours, l'Office du Niger a atteint un taux de réalisation de plus de 96% des prévisions. Sur le plan agricole, au cours de la campagne 2012-2013, 115 349 hectares ont été mis en valeur saison et contre-saison pour une production de 655 378 tonnes de paddy. Il faut ajouter à cela 6 847 hectares de culture maraîchère en échalotes, tomates, gombo et 200 hectares de pommes de terre. La culture du maïs hybride et de la pomme de terre connaît un essor remarquable dans notre zone d'intervention. Certaines recommandations issues de cette session devraient permettre de combler les retards dans la réalisation des projets et programmes suite à la suspension du concours de certains partenaires techniques et financiers. Nous avons jugé nécessaire de rectifier et de recentrer un peu certaines choses. Et c'est pourquoi certaines recommandations qui nous ont paru importantes se sont imposées. Il y a une recommandation pour revoir un peu les objectifs. Les problèmes environnementaux ne doivent pas être laissés pour compte. L'Office du Niger est sans doute un instrument privilégié de développement agricole dans notre pays quand on sait que seulement 10% de ses potentialités sont exploitées. Restons à Ségou pour parler de solidarité. 40 millions de francs CFA, c'est le montant d'un don que la fondation Cheikh Mansour Haïdara vient de faire à la communauté musulmane de Ségou. Le don composé de 2 corbillards et de tapis a été remis ce vendredi en présence des autorités de la région, nous dit Kandesila. 2 corbillards, un pour la mosquée de Amdalaï et l'autre pour la mosquée de la commune rurale de Pelengana, plus un important lot de moquettes destinées à la grande mosquée de Ségou. Ce sont là des dons de la fondation Cheikh Mansour Haïdara pour les communautés de Ségou et de Pelengana. L'ensemble de la donation a coûté aux généreux donateurs 40 millions de francs CFA. L'initiative s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité. Nous avons fait ces gestes au nom de l'islam. La fondation va faire d'autres gestes les jours à venir. La cérémonie de remise officielle qui a regroupé les autorités administratives et politiques ainsi que plusieurs leaders religieux de Ségou a été une occasion pour le maire Youssouf Karamoro Simaga et le gouverneur de Ségou de saluer à sa juste valeur le geste. C'est le mois de solidarité, le mois où nous devrons partager autant que possible ce qu'il faut avec les personnes les plus vulnérables. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là aujourd'hui en tant qu'autorité. Au nom de la communauté ségovienne et de l'ensemble des musulmans de la région, Madame Seyd Touré a assuré d'une utilisation judicieuse du don de la fondation Cheikh Mansour Haïdara. Fondation qui n'est pas à sa première donation et qui n'entend pas rester là pour soutenir les populations de Ségou.
La société de téléphonie Sotelma Malitel a saisi ce mois de la solidarité pour renforcer son élan de générosité envers les démunis à travers des dons de vivres à plusieurs associations d'enfants. Des vivres d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Compte rendu Abdul Karim Kaba. 300 sacs de riz, autant de cartons de lait pour bébé, 60 sacs de sucre, plus d'1 million de t-shirts, le tout pour 20 millions de francs CFA, constitue le don de Sotelma Malitel. Ces vivres sont destinés aux villages SOS de Sanangourba et de Kita, aux associations Amaldem et Cris des Mères, aux enfants des victimes de la guerre et à l'hôpital Gabriel Touré. La remise s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité. C'est donc pour moi un agréable plaisir d'apporter la modeste contribution de la Sotelma SA aux efforts que les autorités maliennes déploient au quotidien pour donner de l'espoir à ses frères et sœurs qui partagent avec nous les mêmes droits. La Sotelma SA restera toujours présent au prix des autorités de la République et des populations maliennes afin d'affirmer sa volonté d'entreprise citoyenne par des actions de partenariat dans le domaine social. Au nom du gouvernement, au nom de mon collègue en charge de l'action humanitaire, nous vous remercions pour ce geste. 20 millions, c'est pas donné par les temps qui courent. Et je vois très bien que c'est traduit en aliments. Beaucoup de lait, beaucoup de sucre, ça veut dire beaucoup d'énergie, beaucoup de vitamine A. Et j'espère que ce don contribuera à la croissance des enfants. Des remises symboliques et des prestations des enfants pour la paix ont agrémenté la cérémonie. Le réseau Femnet Mali a tenu hier vendredi une conférence d'information sur le genre et le changement climatique. L'objectif était de démontrer aux femmes la pertinence de leur engagement pour atténuer les effets des changements climatiques. Compte rendu Isaac Tchenou. Il s'agit pour Femnet Mali, à travers cette conférence, d'informer et de sensibiliser sur le genre et le changement climatique. Les activités féminines ont toujours été tributaires des questions climatiques, les variabilités des températures des pluies, d'où toute la pertinence de ce choix. Cette rencontre est une réunion préparatoire de la conférence de Varsovie sur la question. Les femmes jouent le rôle essentiel joué en tant qu'agents actifs de la riposte mondiale au changement climatique. L'idée est d'envoyer un signal politique clair et de poser les fondations de l'engagement renouvelé en vue de promouvoir l'égalité de sexe et l'autonomisation des femmes. L'Afrique demeure le maillon faible des mesures d'adaptation et d'atténuation aux effets des changements climatiques. Une situation due à ses maigres moyens et à la fragilité des ressources naturelles du continent. Quand on parle de changement climatique, on ne peut pas parler de changement climatique, des défis et des enjeux sans les femmes. C'est notre quotidien, surtout celles qui sont en milieu rural. Elles vivent quotidiennement les effets de ces changements climatiques. Au menu de cette conférence, 3 thèmes relatifs aux droits des femmes et le défi climatique. Des thèmes qui permettront de mieux cerner les contours du genre et le changement climatique. Le mouvement patriotique du 22 mars MP22 a animé ce matin une conférence de presse. Cette conférence vise à donner le point de vue du mouvement sur la situation sociopolitique de notre pays. Boubacar Sissoko était présent. Lors de cette conférence de presse, les responsables du mouvement patriotique du 22 mars, MP22, ont informé la presse sur leur position face à la situation actuelle du Mali. Selon eux, le respect de l'accord de Ouagadougou ne justifie pas la libération des membres du MNLA et non plus la levée des mandats d'arrêt. Les échanges avec la presse ont porté également sur les récents événements survenus à Kati et la situation des policiers et militaires qui sont jusque-là emprisonnés. Ils ont tenu à préciser à la presse que ces critiques ne veulent nullement dire une rupture avec le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. C'est seulement une façon d'attirer son attention sur ce qui se passe au Mali. Le gouvernement a décidé d'assurer le transport des volontaires pour le retour des déplacés du Nord. C'est ainsi qu'il vient d'affréter 2 bateaux de la Comanav d'environ 400 et 300 places. Les bateaux ont déjà quitté Koulikoro à destination de Tombouctou et Gao avec escale à Ségou et Mopti. L'opération a été lancée en présence du ministre du Travail et des Affaires sociales et humanitaires. Koulikoro, nous retrouvons Seydou Traoré. Ce retour des personnes déplacées dans les régions de Tombouctou et Gao intervient à quelques jours de la rentrée scolaire 2013-2014 des régions du Nord. Une initiative des autorités du pays d'accompagner les volontaires au retour dans leur localité dans de bonnes conditions et sans frais à payer.
Pour la circonstance, 2 bateaux de la compagnie malienne de navigation Comanav ont été sollicités par le département en charge du travail, des affaires sociales et humanitaires pour le voyage de quelques 288 passagers de Bamako et Koulikoro et de 448 des régions de Ségou et de Mopti. Vous aurez Diré, Niafunké, Tombouctou et Gao. Ce sont les 4 grandes étapes. Mais sur les étapes, on doit s'arrêter aussi à Ségou pour prendre 400 personnes. Pour continuer à Mopti, pour prendre le complément à Mopti. Pour le premier convoi, le ministre du Travail et des Affaires sociales et humanitaires est venu constater les conditions de voyage des déplacés. Amadou Konaté a fait le tour dans les différents compartiments du bateau Général Soumaré. Ce bateau même qui transporte pour un départ 69 déplacés de Bamako et 44 de Koulikoro. Le gouvernement accompagne le retour. Les régions de résidence habituelles sont de plus en plus sécurisées et les enfants qui doivent aller à l'école ont une opportunité maintenant d'embarquer et d'être là-bas à temps. Le ministre a annoncé que chacun bénéficiera de 3 mois de rations alimentaires, un geste salutaire en ce mois d'octobre, mois de la solidarité. Ce communiqué pour appuyer cet effort du gouvernement compte tenu des appuis financiers accordés par l'État aux structures étatiques des régions nord du Mali et vu la nécessité urgente de reprise de service, le gouverneur de la région de Tombouctou invite tous les agents de l'État présents à Bamako de regagner dans un bref délai leur poste d'affectation. En 5e région, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés vole au secours des rescapés du naufrage de la pinasse survenu vendredi dernier à Koubi, commune rurale de Kona. Il vient de mettre à leur disposition des articles composés, entre autres, de couvertures de moustiquaires et bien évidemment des kits de cuisine. Aminata Touré depuis Mopti. Une semaine après le naufrage de la pinasse à Koubi, commune rurale de Kona, la mobilisation et la solidarité autour des rescapés continuent. C'est ainsi que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés vient de mettre à leur disposition un important lot de matériel. Bon, quand on a appris de l'incident, j'étais contactée par le développement social et la protection civile. Et c'est pour cela qu'on est venu pour remettre le cadeau symbolique. C'est juste symbolique parce que je sais que donner 200 kits de NFI ne va pas résoudre beaucoup de problèmes ou soulager les souffrances que les gens ont eues. En recevant ces différents lots de matériel, les bénéficiaires ont remercié le donateur. Vraiment, je ne sais pas comment vous dire. Parce qu'on est très contents, très fiers de vous. Depuis qu'on a eu l'accident là, il y a 3 ministres qui ont passé avec le gouverneur de Mopti et son staff. Donc vraiment, on n'a pas quoi à vous dire. À HCR, vraiment, on vous dit merci. La remise s'est déroulée en présence des autorités communales de Kona, des autorités coutumières du village de Koubi, mais aussi des partenaires de l'UNHCR qui sont l'UNICEF, le PAM, l'OIM et l'Intersos. Yehougué, pour ceux qui ne parlent pas son raïs, voudrait tout simplement dire le retour à la maison ou sinon le retour au bercail. C'est le nom du projet d'assistance aux populations déplacées internes du Nord Mali qui vient d'être lancé dans le village de Bagoudjé 2, c'est dans le cercle de Gao. Ce projet vise non seulement à favoriser le retour des déplacés dans leurs localités respectives, mais aussi de faciliter la réinsertion socio-économique de ces populations. L'assainissement qui est au centre de nos préoccupations a été le premier temps de ce projet. Compte rendu Boubacar Bablé Touré. Financé à hauteur de 300 millions de francs CFA, ce projet intitulé Yehougué comporte 2 phases. Une première qui favorise le retour des déplacés internes de San, Tomignan et Mopti dans leur localité par la prise en charge des frais de transport. Une deuxième intitulée Cash for Work, travail contre argent. Cette réinsertion socio-économique va se faire à travers le cash for work. Le revenu de ce cash for work va permettre à cette population, à cette couche défavorisée, vraiment de subvenir à certains de leurs besoins quotidiens. Pour la mise en œuvre de ce projet, plusieurs activités génératrices de revenus sont prévues en faveur de ces populations, parmi lesquelles la fixation des dunes, le surcreusement des mares, l'assainissement et le reboisement.
Une initiative saluée par les notables et les autorités régionales de la cité des Askia. Les activités d'assainissement organisées à Bagoundje 2 sont le point de départ de ce projet. Le village de Bagoundje 2 est fier d'être les pionniers pour le lancement de cette activité. Nous remercions vivement le projet et particulièrement Endacher Monde qui va recevoir à travers son cash for work ces braves déplacés. D'une durée de 50 jours, ce projet a été financé par Caritas Allemagne et mis en œuvre par les ONG Enda Mali et Caritas Mali. Les populations de Samaniana et de Bali, respectivement des communes rurales du Mandé et de Bankoumana, disposent désormais des adductions d'eau. Les forages réalisés par l'ONG COFESFA, collectif des femmes pour l'éducation, la santé familiale et l'assainissement à hauteur de plus de 25 millions de francs CFA, ont été inaugurés aujourd'hui, nous dit notre envoyé spécial Fademba Keita. Le forage de Bali, commune rurale de Bankoumana, a été le premier à être inauguré par les autorités politico-administratives, accompagné par les responsables du collectif des femmes pour l'éducation, la santé familiale et l'assainissement, COFESFA Iriwaton. Cette adduction d'eau s'ajoute aux 6 bornes fontaines de Samaniana et Samaniana-Somono, alimentées par un château. Ces réalisations ont été entièrement financées par la fondation luxembourgeoise Raoul Folero à plus de 25 millions de francs CFA. Dans le cadre d'une étude du milieu qu'on a eu à réaliser dans la commune de Bankoumana, que nous avons constaté qu'au niveau de Bali, il y a une insuffisance et un problème d'eau crucial. Nous avons constaté qu'à partir de ce forage de Samaniana, nous pouvions réaliser des adductions d'eau pour servir la population de Samaniana et même de Samaniana-Somono. Le geste humanitaire contribue à alléger les souffrances de ces populations qui n'ont plus besoin de faire des kilomètres pour accéder à l'eau potable. Je vais profiter pour lancer un appel à tous ceux-là qui sont là à bien conserver leur ouvrage pour qu'ils puissent être pérennes. Nous remercions l'ONG COFESFA Iriwaton pour ce forage au bénéfice des 1300 habitants de Bali. Nos femmes parcouraient des kilomètres pour nous ravitailler en eau. Nous avons désormais de l'eau potable, la gestion nous revient. Ces actions et toutes celles déjà réalisées par la COFESFA s'inscrivent dans le cadre de son projet intitulé Programme de santé communautaire de base CATI. À travers un sketch, les élèves ont soumis à l'ONG la principale préoccupation qui leur tient à cœur, le problème d'infrastructures scolaires. Le conseil communal de la mairie de la commune 5 a tenu au palais de la culture Amadou en Pateba un débat public sur le projet de budget au titre de l'exercice 2014. Il s'agissait là à travers cet espace de rendre effectifs les principes de la gestion concertée des affaires communales à travers l'installation des cadres de concertation et de dialogue entre élus et citoyens. Agibou Koulibaly. Il s'agissait, à travers cet espace, d'informer les hommes de médias, les citoyens de la commune 5 et l'ensemble des Maliens sur les réalisations du conseil communal de l'exercice 2011-2012 et le projet du budget au titre de 2014. Nous avons fait un plan qui a été élaboré avec l'appui de l'ensemble des services techniques, en tout cas de l'État, qui nous ont accompagnés. Tous ceux qui avaient une compétence avérée ont été sollicités et nous ont accompagnés dans cet exercice. Et c'est ce que nous avons commencé à réaliser, et là-dessus nous avons eu l'appui financier d'organismes importants ou bien à travers nos coopérations décentralisées qui ont estimé que nous avons un plan et qui a été examiné par des évaluations techniques et qui ont permis à ce jour de pouvoir mobiliser plus de 7 milliards de francs CFA. Cette tribune a permis aussi aux membres du conseil communal d'éclairer la lanterne des citoyens et membres de médias sur la question des investissements, entre autres. Si un effort est fait par l'extérieur, à l'interne, les contribuables n'ont pas une attitude citoyenne en tant que telle, c'est-à-dire quand on exige le changement de son cadre de vie, quand on exige qu'il y ait l'eau et l'électricité à l'école, quand on exige qu'on doit avoir des soins de santé acceptables, eh bien on doit aussi payer ses impôts. En vue du renforcement des capacités, les élus et le personnel de la commune 5 ont et continuent de bénéficier des formations tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Les sociétés minières, je vous le disais dans les titres, les sociétés minières occupent une place importante dans l'économie de notre pays. Les 5 mines d'or de la région de Caille ont versé ces dernières années plus d'1 milliard 300 millions de francs CFA dans les caisses de l'État. En plus de cet apport, elles contribuent au développement de plusieurs communes à travers des réalisations dans les secteurs sociaux de base. Cependant, les populations estiment que ces réalisations ne sont qu'une goutte d'eau, expression consacrée, une goutte d'eau dans la mer. Notre équipe de reportage conduite par Mohamed Diarra s'est rendue dans les zones minières de Caille. Le Mali, 3e producteur d'or en Afrique, avec une dizaine de sociétés minières dont la moitié se trouve en première région, soit 5 au total. L'implantation des mines aura permis de donner un coup d'accélérateur au processus de décentralisation à travers la réalisation d'infrastructures communautaires. Ce n'est pas tout, des centaines d'emplois ont été créés. Dans le domaine de l'éducation, des écoles, mosquées et fourrages ont été construits. L'avantage que nous tirons de cette présence-là, j'ai dit que ces mines-là, souvent, ils soutiennent la commune dans l'éducation, dans le programme de l'éducation, dans l'alphabétisation, dans la lutte contre certaines maladies dans la contrée. La plupart de ces réalisations se font conformément à un programme de développement communautaire préétabli par la mine avant le démarrage de l'exploitation. L'agissement au niveau des populations est double. D'abord, c'est légal, ce qui est requis par la loi. La société ne fait pas cela parce qu'elle est gentille, mais elle doit le faire parce que c'est une obligation contractuelle. D'autre part, la société fait certaines actions, telles que le PADI, qui ne sont pas dans une disposition légale, mais qui contribuent à apaiser non seulement le climat avec la société, mais aussi, ça fait partie des valeurs, surtout de la société anglo-ashanti. La commune de Sadiola a une particularité avec la mise en place du plan d'action de développement intégré de la commune de Sadiola-Padi, un projet financé par les mines de Sadiola et de Yatela Semos à près d'1 demi-milliard de francs CFA. Les Padi opèrent dans 3 grands axes, à savoir l'agriculture et l'élevage, le renforcement des capacités et l'accompagnement des petites et moyennes entreprises à travers la microfinance. On a commencé avec 150 millions. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, le budget de cette année, ça frôle les 500 millions. Des activités tangibles qui ont contribué à donner un nouveau visage aux communes bénéficiaires. Mais ce n'est pas tout, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. La commune de Kenyeba ne ressent pas les retombées de la nouvelle mine inaugurée en août 2012. Il s'agit de cette de Gunkutu. Au niveau de la commune de Kenyeba, nous ne bénéficions rien dans ce domaine. Ça nous fait 3 ans. Nous avons rencontré toutes les hautes autorités, à commencer d'abord par les autorités locales. Je confirme l'hypothèse que pour le moment, Gunkutu ne paye pas de patente à Kenyeba, mais ça c'est dû au fait que le projet a été inauguré en 2012 et le projet a été exonéré pour 2 ans. Donc à partir de juillet de cette année, Gunkutu va commencer à payer les patentes juillet. Donc ça veut dire qu'en fin d'année, Kenyeba recevra sa part de patente. Par contre, la commune de Sadiola et Sitakili perçoivent plus de 200 millions de francs CFA comme patentes annuellement. Le paiement des taxes contribue au développement de la commune. On reçoit entre 200 à 250 millions de francs CFA par an. De gros efforts reconnaissent les élus communaux et la population, mais insignifiants selon certains. Il y a eu beaucoup d'écoles, c'est vrai, il y a eu des barrages, il y a eu même le fonds de développement qui a été mis sur pied par la CEMOS, mais je pense que ce qu'on voit est minime par rapport à ce qu'on devrait avoir sur le terrain. On va avoir beaucoup d'intérêt là-dedans. Au niveau des cailles ici, bon, ce n'est pas tellement suffisant. C'est un avis qui peut être partagé. Et quelque part, je dirais même que c'est vrai. Parce qu'on ne peut jamais comprendre. Sur un tronçon de 250 km, et puis 10 ans que ces mines opèrent, on n'a pas pu faire cette route-là. C'est regrettable. Goudronner la route ne fait pas partie des dispositions contractuelles. Nous ne sommes pas en train de dire que ce n'est pas normal de le faire. La société opère sur des budgets opérationnels annuels. Quand tu regardes le coût d'asphaltage d'1 kilomètre, c'est environ 1 milliard sans les ouvrages d'art. Autre préoccupation soulevée par la population, celle est relative à la destruction de l'environnement. Sur la question, les avis des spécialistes divergent. Quand la mine existe dans une localité,
ça a directement un impact sur la santé de la population. Parce que il y a les explosions dans la mine. C'est vrai, ils font des études d'impact environnemental et social. Ils font des consultations au niveau des villages. C'est avec l'accord de tous les partenaires qui sont installés. Tout le monde est au courant de les impacts, mais ils font des compensations. Nous travaillons avec des normes environnementales qui sont définies non seulement par l'État, dans le cadre de notre convention qui nous lie à l'État, mais aussi il y a les normes internationales auxquelles nous sommes soumis. En attendant de clarifier cette situation, il faudra trouver une solution à l'orpaillage traditionnel qui connaît une proportion exponentielle dans cette zone. Le secteur a donc besoin d'être réorganisé tout en exigeant des sociétés minières de véritables programmes de développement de leur zone d'intervention. Suite de notre série de dossiers ce soir sur la décentralisation, gros plan sur la participation citoyenne. Cette participation se définit comme l'exercice et l'expression de la citoyenneté engagée sous une triple dimension, politique, démocratique et sociale. L'ambition des autorités est de bâtir une nouvelle politique de décentralisation pour l'émergence de la citoyenneté, d'où l'idée d'organiser des états généraux sur la décentralisation. Bourama Traoré. Citoyenneté, que faut-il entendre par ce concept? Du point de vue juridique, c'est la possession d'une nationalité. Entendez également une participation à la vie de la cité. On est citoyen d'un État. Vous êtes malien, on vous dira que vous êtes donc de la citoyenneté malienne. Un autre est d'un autre pays africain. On parle là du citoyen sénégalais ou du citoyen burkinabé. Donc si la citoyenneté et nation font une, il est également évident que vous devez assumer cette nationalité à travers votre citoyenneté. Ça veut dire quoi? Vous devez assumer d'abord toutes les charges qui sont consignées dans la Constitution, par exemple. Quelles sont les valeurs attachées à la citoyenneté et comment se construit-elle? Explication. Il faut aller depuis au niveau de la famille d'abord, parce qu'un enfant qui naît dans une famille et qui n'a pas, par exemple, son acte de naissance, ne peut pas se prévaloir de la nationalité malienne, donc de la citoyenneté malienne, d'autant plus qu'il va demeurer une personne humaine. Ça veut dire qu'il y a un déficit de citoyenneté au niveau de ses parents. Quand on parle de citoyen, on parle d'abord de devoir de citoyen. Mais il me semble que maintenant, quand nous parlons de citoyen, nous commençons par nos droits. Citoyen, ça vient du mot cité. C'est un habitant de la cité. Il faut d'abord que la cité existe pour qu'il y ait le citoyen. La cité ne peut pas exister sans que le citoyen se dépense, qu'il fasse l'effort nécessaire pour construire sa cité. Et donc ça veut dire que ce sont les devoirs qui sont antérieurs aux droits. C'est dire tout simplement que les citoyens ont un rôle essentiel à jouer dans le développement local. Cette participation est l'expression de la citoyenneté active et engagée sous 3 dimensions: politique, démocratique et sociale. La citoyenneté, c'est d'abord le travail, la création de richesses, mais c'est aussi le partage, la solidarité, l'entraide, c'est-à-dire partager équitablement les fruits de cette croissance entre les fils du pays. La meilleure manière, n'est-ce pas, de se rendre compte que le Mali est en réalité un pays démocratique et décentralisé, c'est que chacun de nous a le droit de voter. La participation citoyenne apparaît comme un élément fondamental pour la réussite du processus de la décentralisation. Décentralisation est notre concept à préciser. Il ne faudrait surtout pas confondre la décentralisation avec le développement régional et local. C'est pourquoi moi je ne considère jamais la décentralisation comme une politique. Je dis que c'est une stratégie. Une stratégie avec comme finalité le développement local et régional. Donc en tant que stratégie, nous pensons que l'État a produit suffisamment de textes. Donc c'est pourquoi dans un des livres que j'ai publié il y a 20 ans, j'ai dit que le développement régional et local en réalité, c'est les textes de la décentralisation en mouvement sur un territoire donné. Si vous avez des acteurs locaux à la hauteur des enjeux, il est sûr que votre commune va se développer.
Dans la nouvelle politique de décentralisation que les autorités nationales entendent bâtir, l'émergence d'un nouveau type de citoyens s'avère nécessaire. C'est du moins la conviction des autorités traditionnelles. Pour un Mali nouveau, il faut certainement une nouvelle émergence sur le plan de la décentralisation, mais cette émergence se fait avec de nouveaux citoyens. Donc une nouvelle citoyenneté, je dirais plutôt une vraie citoyenneté. Et cette citoyenneté, elle ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle nécessite l'implication de tous. La décentralisation rime avec autonomie matérielle, organique et fonctionnelle. Cette triple autonomie ne signifie point indépendance. La structure décentralisée reste sous la surveillance de l'État. La pièce « Dormir dans l'Azawad » a été présentée au grand public hier soir pour la première fois. C'était lors de la soirée Téléthon organisée par le ministère de la Culture et la Fédération des artistes du Mali. L'objectif était de contribuer à la réconciliation et aider du coup les artistes déplacés du Nord et les victimes des inondations. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et de notre reporter Cheikh Oumar Sangaré. Le temps de ce téléthon Grand Cœur pour la paix au Mali a été donné par l'ensemble instrumental du Mali. La formation musicale a respecté la tradition en proposant des titres riches et variés, cadrant ainsi avec la vision de la soirée, la paix dans la diversité. Dans son adresse au public, le président de la FEDAMA, un comédien transformé en poète pour la circonstance, a essentiellement parlé de paix et de réconciliation. Cette soirée, intitulée Grand Cœur pour le Mali, se veut une soirée de réconciliation des fils du Mali, malgré les différences. Ango ben dron. La paix, rien que la paix. La pièce Dormir dans l'Azawad a été largement acclamée dans la salle. L'œuvre est pleine de sensations et d'émotions. Un véritable appel à la paix que les spectateurs ont apprécié à sa juste valeur. C'est bien préparé. Nous sommes vraiment ravis de cette pièce-là. Voilà, on pense que ça va continuer. La paix sera totalement au Mali, dans tout le monde entier. C'est une œuvre majeure des productions de notre pays. C'est une œuvre sérieuse et en même temps une œuvre qui correspond à ce que nous aurions pu imaginer pour le rendu de ce qui nous est arrivé. Les artistes n'ont jamais baissé les bras et comme l'a dit le secrétaire général de la FEDAMA, les artistes sont dans la société comme le sang dans le corps. Par cet événement de ce soir, tous ont voulu exprimer leur adhésion totale aux idéaux de paix, aux idéaux de réconciliation nationale dont le pays a tant besoin aujourd'hui au sortir de ce que nous savons. Les fonds collectés au cours de cette soirée serviront à soutenir les artistes déplacés du Nord et les victimes des inondations. Nouvelle sportive, il n'y a pas eu de miracle pour le stade malien de Bamako. En demi-finale, retour de la Coupe de la Confédération. Les Blancs se sont inclinés cet après-midi à Lumumbashi, 1-0 face au tout-puissant Mazembe. But marqué sur penalty à la 5e minute. Les Congolais avaient fait l'essentiel ici à Bamako en s'imposant à l'aller 2-1. L'adversaire du tout-puissant Mazembe sera connu demain à l'issue du match Club Sportif Sfaxien contre le Club Athlétique Bizertin. Voilà, c'est avec cette nouvelle sportive que se referme définitivement ce journal. L'information continue sur notre site www.ortm.ml. Demain 13h, vous serez avec Amara Malé Diallo. Bon week-end, bonne suite de programme. Thank you.